Plutôt que de parler de reconquête, moi, en fait, je préfère parler de réappropriation. Puisqu'il y a cette dimension de retrouver la propriété de quelque chose qu'on avait, finalement, et qu'on a perdu. Ce quelque chose, c'est quoi? Moi, je trouve que ça s'incarne très bien, ce quelque chose, dans le mot fierté. Cette fierté d'habiter un lieu, de faire partie intégrante d'une communauté locale, d'en être fier, de pouvoir inviter des gens chez soi, comme pouvoir le clamer haut et fort. C'est vrai que cette fierté, elle avait disparu de Saint-Denis. Ou en tout cas, pour partie, elle était très largement attaquée. J'ai l'impression que depuis 4 ans, on n'a pas réussi complètement, évidemment, puisque c'est un processus, mais qu'on a mis des jalons sur ce processus qui sont extrêmement favorables. Et oui, à l'évidence, on en parlera après, mais les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une opportunité incroyable à utiliser pour construire cette fierté retrouvée que j'appelle de mes voeux. Vous l'avez très bien dit. Moi d'abord, c'est pas nouveau, mais depuis toujours, dans ma construction personnelle, j'étais très marqué par la philosophie qui émane de Rousseau, du contrat social. Sans règle, pas de vie en société. En fait, la règle, elle protège, et elle protège en particulier ceux qui sont le plus fragiles, le plus en difficulté. Et c'est bien cette approche-là, du coup, que j'essaye de développer, parce que finalement, sans règles partagées, acceptée par toutes et tous, eh ben, c'est la loi du plus fort qui gagne. La loi du plus fort étant différente en fonction de là où on habite, en fonction de la composition essentielle dans laquelle on est, mais c'est pas un sentiment de justice. Voilà. Et ben ça, effectivement, même quand on est face à des situations, y compris sociales, extrêmement compliquées, mon premier devoir, et c'est ce que j'ai expliqué, c'est la justice. On n'aura pas forcément de solution, mais on doit vous promettre qu'il n'y a pas d'injustice qui est derrière. Et ça, c'est vraiment, ça a été un leitmotiv sur le problème numéro 1 que connaissaient mes prédécesseurs, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui est la question de la crise du logement. Simplement, on a deux approches qui sont radicalement différentes. Moi, c'est simple, hein, depuis 4 ans, je n'ai pas fait une seule permanence logement. Je n'ai pas reçu un seul demandeur de logement dans mon bureau. Parce qu'en faisant ça, je céderais à une facilité qui, en fait, casserait un système, comme mes prédécesseurs l'avaient fait. Parce que sous des couverts d'humanité, d'être à l'écoute, etc., en fait, on génère quelque chose, qui sont des bonnes intentions, mais on génère quelque chose qui est extrêmement vicieux, qui fait que derrière, le bouche à oreille faisant son œuvre, on ne peut pas empêcher les citoyens et les citoyennes de penser que pour avoir ce à quoi ils aspirent, et c'est légitime leur aspiration, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que d'avoir un toit sur sa tête? Il faut attendre d'avoir un rendez-vous chez le maire. Qu'on va attendre parfois pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois, comme une forme de sésame, et qui met le maire dans une posture de Deus ex machina qui pourrait régler tous les problèmes. Directement, vous voyez, sur ce sujet, on a changé radicalement d'approche. Voilà. Et nous, on a dit, on ne vous raconte pas de bêtises, les choses sont difficiles, mais ce qu'on vous garantit, c'est que ça sera juste et qu'il n'y aura plus de népotisme, de passe-droit, de raccourcis les uns par rapport aux autres. Résultat, au bout de 4 ans, alors qu'au début du mandat, comme mes prédécesseurs, j'étais assailli de demandes de logement, moi, mes élus en permanence, aujourd'hui, les gens ont compris que la méthode avait changé et finalement, ça se passe normalement. Il faut des règles pour la vie en société. Mais construire une ville équilibrée, c'est au-delà de la présence de règles partagées. Construire une ville équilibrée, finalement, vous savez, c'est la traduction du concept que vous avez évoqué de ville intense et harmonieuse. Pour pouvoir faire une ville intense et harmonieuse demain, il faut qu'on construise une ville équilibrée. Une ville équilibrée socialement, bien sûr, une ville équilibrée culturellement, une ville équilibrée en termes de diversité, de typologie d'habitat, une ville équilibrée entre la nature, la présence de la nature en ville et les espaces imperméabilisés, etc. Une ville équilibrée en termes de services publics, une ville équilibrée en termes de présence de centres d'intérêt dans diverses centralités de la commune. Cette question de l'équilibre, elle a été vraiment elle a été perçue par les habitants comme quelque chose qui était désiré.
de retrouver, on parlait tout à l'heure de réappropriation, de retrouver un équilibre. Avec le sentiment que cet équilibre, où il y a forcément derrière une notion assez empirique quand même, où chacun y met un peu ce qu'il veut derrière, mais que cet équilibre, il était cassé à Saint-Denis. Confisqué par quelques-uns, on sent que ce bouquin il a été écrit très en campagne électorale, ce qui était une réalité. Mais oui, moi ce que j'ai voulu dire à l'époque, il y a 10 ans, c'est que le potentiel de Saint-Denis, il est absolument incommensurable, mais au-delà de son potentiel, la responsabilité de réussir à Saint-Denis, elle l'est tout autant. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui se joue ici, pour le coup c'est très différent de ce qui peut se jouer à Montpellier ou dans une autre grande métropole de province. Parce que aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai demain, quand nous aurons fusionné, et je dis demain, c'est c'est le 30 mai que nous le voterons, quand nous aurons fusionné avec la ville de Pierrefitte, Saint-Denis sera la plus grande ville de périphérie populaire de France. Elle l'est déjà de fait quasiment, ou presque, enfin là elle le sera largement, et en plus d'être cette plus grande ville de périphérie populaire, de par son patrimoine historique, de par son patrimoine culturel, de par son nom, Saint-Denis incarne finalement, représente le concept même de banlieue. Et réussir ici, ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire à devenir un territoire dont les habitants sont fiers. C'est construire ici un territoire qui devient attractif, qui fait envie, qui donne envie d'ailleurs aux gens de rester plutôt que de partir pour matérialiser leur réussite, qui donne envie aux gens d'arriver. Réussir ici, c'est réussir à faire la preuve qu'une société cosmopolite, multiculturelle, en fait, ça peut marcher. Et pour moi, c'est la meilleure réponse à apporter à tous les tenants du repli sur soi et de la haine de l'autre, que bah, si le modèle, il peut marcher. Avec des conditions, bien sûr, et au premier chef d'entre elles, le fait qu'on ne réussit jamais rien quand on concentre les difficultés sociales en particulier sur un même périmètre géographique. La question de la spécialisation des territoires, c'est un des drames de l'Île-de-France, de son organisation active depuis 30 ans, qui a conduit à une forme de séparatisme social et culturel, bien sûr, mais séparatisme que certains, qui était une réalité, mais que certains aujourd'hui voudraient non seulement théoriser, mais en plus aggraver en allant toujours plus loin, y compris en allant vers une forme de séparatisme ethnique, comme c'est très largement porté par les tenants de l'extrême droite en particulier. De plusieurs manières, enfin honnêtement, il n'y a pas une manière évidente de répondre à cette question. D'abord parce que les JO, il faut les remettre à leur place. Les JO, c'est pas le Deus ex machina, pas plus que le maire ne l'est sur toutes les politiques publiques, qui va venir régler tous les problèmes. Ça, c'est la politique, ça, c'est les ambitions d'un mandat, etc. Et c'est pas ça qu'on doit demander aux JO. C'est pas le rôle des JO de changer la vie des gens. Mon rôle à moi comme maire, par contre, c'est d'utiliser toutes les opportunités possibles pour changer la vie des gens à l'échelle de cette communauté locale. Et les JO sont une opportunité extraordinaire de faire plus, de faire mieux, de faire plus vite. Mais ce n'est pas en tant que tel les JO qui vont changer la vie des gens. Déjà, si les JO, ils arrivent à produire la plus belle des fêtes mondiale, ce sera super. Deuxièmement, si les JO ils permettent de générer un impact sur le développement de la pratique physique et sportive, ben, ce sera ça leur principal héritage. Et c'est surtout pas galvaudé, puisque c'est quand même aujourd'hui le premier problème de santé publique. Aujourd'hui déjà, demain encore plus, ça ne sera plus le tabac ou les accidents de la route, ça sera la sédentarité. La sédentarité qui aujourd'hui est le futur grand mal auquel nous risquons de plus en plus avec le développement de toutes les technologies numériques, mais aussi de visioconférences, etc., qui tous font qu'on est de plus en plus assis sur cette chaise et de moins en moins debout, à marcher, juste à bouger. Et donc ça, là, il y a un enjeu effectivement d'héritage immatériel pour les JO. Après, nous, on doit justement utiliser cette lumière que va nous amener les Jeux Olympiques, parce que cette lumière, elle a de la valeur. Elle a de la valeur si et seulement si elle est bien utilisée au service justement de la réappropriation d'un territoire, du retour de la fierté, et derrière cette fierté, il y a donner l'envie à certains de venir investir
de créer de la valeur, de générer de l'emploi, de le créer et qui donc a plus de chances de profiter aussi aux habitants de Saint-Denis bien sûr et du bassin de population plus globalement. Là encore une fois, il n'y a pas un levier. Il faut se sortir de la tête qu'il y a des idées, il y a des choses faciles, qu'il y a des choses évidentes, qu'il n'y a qu'un mode opératoire à appliquer. On peut se sourcer, on peut regarder, mais il faut inventer ses propres solutions. Nous, ce qu'on essaye de faire, on verra après si l'avenir nous donne raison ou pas, c'est à chaque étape de pouvoir capitaliser sur ces JO comme autant d'opportunités, que chaque étape soit finalement une opportunité supplémentaire. On l'a fait sur la question de l'héritage physique. Et effectivement, il est colossal. On parle de plusieurs centaines de millions, on n'est pas loin du milliard d'argent public investi, à peu près autant d'argent privé. Le village olympique, les routes qui vont être refaites, des ponts et des passerelles, pas que à Saint-Denis, hein. J'élargis un petit peu le spectre, évidemment à l'échelle et de pleine commune, l'intercommunalité, et même du département de la Seine-Saint-Denis. C'est la grande piscine qui va être construite, c'est des ponts, des passerelles, je disais, des lignes haute tension qui sont enfouies. C'est vraiment quelque chose qui est assez colossal et qu'on, disons-le tout de suite, on n'aurait pas pu se payer, ou alors dans des temporalités tellement longues, ce ne serait même pas à l'échelle de 2 ou 3 mandats, ça aurait été beaucoup plus long que cela, évidemment. Mais effectivement, ça c'est bien, il ne faut pas le nier et il ne faut pas le minimiser, mais en même temps, c'est pas un peu plus, un peu moins de béton qui coule, c'est pas ça qui change la vie des gens. Ça peut être une opportunité, ça aussi, demain, à réfléchir, mais c'est pas ça en tant que tel qui va changer même les usages de la ville. Et donc il faut qu'on travaille à la fois sur ce que peuvent amener les JO, sur la pratique physique, à la fois sur le développement économique, et que ce soit des JO qui soient vertueux en termes d'insertion sociale. Sur ce dernier point, il y a quand même un énorme travail qui a été fait. C'est la ville de Saint-Denis, qui en a été la première bénéficiaire, en deuxième le territoire de pleine commune, et ainsi de suite, sur notamment toutes les clauses d'insertion sur le village olympique. On parle de 2 millions d'heures travaillées en insertion qui ont été effectuées à cette occasion. C'est aussi, même si c'est moins chiffré, le même genre de dynamique avec les marchés du COJO. Donc ça, c'est très concret et ça a produit des choses. Ça a renforcé l'employabilité de très nombreux de nos concitoyens. Mais là, encore une fois, il fallait le faire, on l'a fait au moment, mais si les JO ne se résument, entre guillemets, que à ça, ils laisseront une forme d'arrière-goût de non terminé, j'allais dire, d'inachevé, pardon. Tout l'enjeu, il se joue finalement après. D'où le moteur de la fierté que je vous décrivais tout à l'heure. Comment est-ce que, de ce point de départ, finalement, du lendemain des JO, comment c'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour Saint-Denis? Alors nous, on a fait des choix, c'est vrai, notamment à l'échelle du bassin de vie de pleine commune. On a réécrit, j'invite ceux que ça intéresse à le lire, c'est disponible dans notre prose en ligne. On a, plutôt que de réécrire un grand contrat de mandature, etc., évidemment des engagements qui avaient été pris, mais on a choisi d'essayer de donner du sens en rédigeant un manifeste pour un territoire à vivre, qui est finalement un peu une sorte d'introduction à nos politiques publiques, qui ne parle pas de tout, et c'est un choix, qui parle de priorités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont exclusives de tout le reste, mais néanmoins, il faut qu'on retrouve notre capacité à faire des choix et à donner des priorités. Et en particulier, dans ce qu'on attend en héritage, c'est de dire qu'il faut qu'on prenne une nouvelle place dans l'écosystème de la métropole du Grand Paris, qui soit celle d'être le premier territoire hospitalier du Grand Paris de demain. Notre position géostratégique au sein de cet espace métropolitain, elle a déjà changé et elle va continuer à changer dans les 5 ans qui viennent. Il y a 2 décisions majeures qui ont provoqué ce changement. C'est d'abord et en premier lieu l'arrivée des transports en commun lourds, sur le nœud de Pleyel en particulier, 5 nouvelles lignes de métro, 13, 14, 15, 16, 17, qui vont s'y retrouver demain. Les connexions, via les passerelles notamment, avec les RER, qui font de ce nœud un hub sur lequel on peut imaginer les choses différemment demain.
dans la même logique, hein, il y a 6 gares à l'échelle du Grand Paris Express, à l'échelle de Plaine Commune, qui toutes seront connectées au hub de Pleyel. La deuxième chose qui nous fait changer de place, si on parle un peu géostratégie, c'est la montée en puissance des politiques autour de la ZFE, de la zone à faible émission. En fait, cette montée en puissance, elle crée quand même une forme de nouvelle frontière pour l'agglomération parisienne, non pas administrative, mais plutôt en termes d'espace urbain, qui est dorénavant la A86. Et le fait qu'on puisse plus ou de moins en moins pénétrer en véhicule, à plus forte raison, par exemple sur des bus au sein de cet espace et de la capitale, font que quand vous êtes, comme nous, à la rotule des deux mondes, celui de dedans et de dehors, eh bien moi je suis convaincu que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Ce qui était vécu comme quelque chose de négatif aujourd'hui, il faut le transformer en une force positive pour demain. Et on s'attelle à ça, et devenir le premier territoire hospitalier, eh bien, ça veut dire construire sur notre territoire très concrètement de très nombreuses capacités d'accueil hôtelier qui manquent aujourd'hui dans l'écosystème métropolitain, d'y adjoindre une dynamique autour des loisirs en particulier, qui peuvent à la fois hôtels et loisirs être très vertueux d'un point de vue économique en termes de création de valeur, mais aussi en termes de création d'emplois non délocalisables, dont le potentiel de profitabilité pour les habitants est extrêmement fort. Et quand on crée un hôtel, une chambre, c'est un demi-emploi. Mais au-delà de cette profitabilité en termes d'emploi, qui permet surtout d'imaginer une ville qui vit et qui marche mieux. Parce que c'est aussi un peu ça, quand on parle finalement d'urbanité, c'est pas que des nouveaux bâtiments, c'est comment est-ce que ce qu'on construit a un impact sur la qualité de vie et sur notre capacité finalement demain à vivre ensemble. En faisant ce hub de l'hospitalité, non seulement on répondra, et ce sera ça la base économique, il faut bien des socles, aux besoins des touristes qui viendront de Roissy ou de à peu près partout, en bus, en avion, etc. Et ce potentiel économique, il nous permet derrière de développer une attractivité à caractère métropolitain, notamment via le Grand Paris Express, et de répondre à des besoins locaux, de servir aux besoins locaux d'animation de la ville, de création de communs au sein de notre communauté locale. Moi, j'ai été élu sur un moteur qui était le moteur du changement. Et donc, mon premier facteur de réussite, c'est que personne ne me dit « il ne s'est rien passé depuis votre élection, monsieur le maire ». Donc oui, ici, il y avait un sentiment d'agir vite, fort, pour casser la spirale de dégradation dont on parlait tout à l'heure. On était dedans. Voilà. Et à un moment donné, il faut marquer le coup. Ce coup, il a été marqué, et aujourd'hui, on a remis les choses dans le bon sens. Ça implique effectivement à la fois d'avoir de la vision, mais si on a la vision et qu'on n'a pas l'attachement aux politiques du quotidien, vous n'y arrivez jamais à votre vision. Voilà. Donc il faut savoir jouer et équilibrer sur les deux. D'ailleurs, cette vision, je la porte finalement autant comme maire de Saint-Denis que comme président de Plaine Commune aujourd'hui. Là où, avec nos équipes de la ville, on a aussi cette priorité qu'on veut donner dans l'ancrage, dans le quotidien pour nos populations, avec des objectifs d'innovation majeurs qu'on a portés sur la police municipale, bien sûr, qui n'existait quasiment pas et qui aujourd'hui est la première police municipale d'Île-de-France, sur la lutte contre l'habitat indigne, où on a créé une administration, là pareil, où on est parti un peu from scratch et qui aujourd'hui fait référence au point qu'on m'a confié un rapport qui a amené à la création à l'adoption d'une loi sur les pouvoirs des collectivités en matière de lutte contre l'habitat indigne, en matière sociale et solidaire, qui est l'ADN de la ville de Saint-Denis, mais avec une tendance qu'on avait à vivre un peu sur notre héritage, si je puis m'exprimer ainsi, sur les grandes politiques sociales municipales communistes des années 60, les centres municipaux de santé, etc., etc. Et avec une faible capacité finalement à se réinventer. Et cette énergie, on a réussi à la remettre. Ça nous a amené par exemple à être la première ville de banlieue parisienne à recréer des bains-douches, avec aussi une halte de nuit par exemple, qui avait complètement disparu pour réinterroger le rapport à l'hygiène et à l'eau dans la crise sociale que nous vivons aujourd'hui. Voilà, je vous ai cité 3 exemples, j'aurais pu en citer beaucoup plus, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour pouvoir faire ce que je vous ai dit un peu en termes de vision, il faut
que l'impact sur les politiques du quotidien il soit immédiat. Donc malheureusement, et c'est ça qui a été dur pour nous, c'est il faut faire les deux en même temps, et en plus, effectivement, un travail plus interne de redressement de l'administration, avec une hausse du niveau d'exigence, mais qui est une sorte de contrat moral positif, parce qu'à la fin, quand on travaille pour le service public, comment dire, on aime bien quand les gens ils sont contents et quand ils sont fiers de leur service public et que ça se voit dans leurs yeux. C'est ça que moi je veux susciter plutôt que finalement vis-à-vis des fonctionnaires, une sorte de rejet et de démagogie qui peut arriver aussi à d'autres moments, quoi.